La saga de la maison Rochas commence en 1925, lorsque son créateur ouvre sa maison de couture à l'âge de 23 ans. Il est alors proclamé le couturier de la jeunesse par le journal Vogue. Dès la fin des années 40, Rochas est une marque iconique et le restera jusqu'à la fin des années 70. Pourtant, Rochas perdit son prestige au fil des rachats successifs par de grands groupes. Mais cette institution de la mode et de la fragrance à la française est toujours là et réclame aujourd'hui la place qui lui revient. Depuis 2015, la maison Rochas est revenue en France. C'est à la fois une renaissance et un défi. Mais comment s'y prendre alors que les codes ont changé et que les repères ne sont plus les mêmes ? Comment faire coexister le rêve avec une réalité plus brutale qui s'appuie sur des valeurs plus terre-à-terre telles que le positionnement, la stratégie et le marketing ? Il était une fois Marcel Rochas. Nous sommes en 1925. Marcel vient d'avoir 23 ans. Il fallait avoir de l'audace et tant aimer les femmes pour se lancer dans le monde très fermé de la haute couture et ouvrir sa première boutique. Mais rien d'étonnant à cela. Marcel était préparé, car son père artisan avait amassé une petite fortune par le fruit de son travail. Et Marcel avait vite compris que la réussite sociale était possible, quel que soit le domaine que l'on s'était choisi. Marcel avait épousé tous les aspects romanesques de cette période des années 20 jusqu'aux années de l'après-guerre. Sa vie ressemblait à une partition de Cole Porter, à la fois insouciante et tragique, fulgurante, comme si toute création restait sans issue. Beauté, glamour, richesse, haut et bas, puis mort brutale en pleine gloire, tout, de sa naissance à sa mort, pourrait convenir à un scénario de cinéma. Il est en tout point le mélange fascinant de Gatsby, de Monroe Star et de Dick Deaver, ces héros charismatiques et désespérés. Ses origines sociales et son mode de vie ressemblent en bien des points à ceux de Scott Fitzgerald. Ils sont tous les deux magnifiques et tragiques. Comment définir Marcel Rochas ? Premier mot qui vient à l'esprit, c'est grand couturier. C'est quelqu'un qui a marqué son temps et c'est quelqu'un qui arrive avec une vision de fraîcheur. Là, je parle du début des années 20. Je pense que c'est un jeune homme, très jeune, qui décide en fait qu'il va changer le milieu de la mode et de la haute couture avec des lignes fraîches, épurées, simples, silhouettantes et avant tout définissantes d'innovation pour la mode et le futur de la mode. En 1933, ayant besoin de s'agrandir, Marcel Rochas choisit de s'installer au 12 avenue Matignon. Ses collections audacieuses bousculent les codes de l'époque. Pantalons, pyjamas, manteaux de plage, robes de soirée cintrées, c'est un enchantement. Michel Morgan ne jure que par lui. Et les stars de Hollywood, Katharine Hepburn, Marlène Dietrich, Jean Harlow, Gloria Swanson, Mae West, pour qui il inventera la guêpière en chantilly noir, sont à ses pieds. C'est le couturier du red carpet et tout raffole de ses créations so glamour. Mais cet essaim de beauté ne lui font pas tourner la tête, mais le font rêver de conquérir l'Amérique. C'est là-bas que tout se passe, et Marcel le sait bien. Il deviendra le couturier des stars, mieux, il habillera le tout Hollywood et le tout New York. Il tombe amoureux de Mae West et de Gloria Swanson. Et il habille des femmes iconiques. C'est iconique d'avoir pu habiller ces femmes, parce que c'était des femmes qui représentaient la quintessence de la féminité et de l'élégance, hein, et qui faisaient rêver le monde entier de par leurs films hollywoodiens. Le monde du cinéma, c'est prendre ses créations. Dès 1934,
Marc Allégret lui demande de créer la garde-robe de la star française de l'époque, Simone Simon, pour le film Le Lac aux Dames. 1941 est une année doublement marquante. Il va créer un département cinéma car il a compris que les stars qui porteraient ses vêtements seraient les meilleures ambassadrices de son talent. En 1943, en signant les costumes de Madeleine Sologne pour le film L'Éternel Retour, écrit par Jean Cocteau et réalisé par Jean Delannoy, Marcel Rochas devient un artiste du costume de cinéma incontournable. Mes parents étaient norvégiens. Ils avaient un bateau. Je venais de naître dans l'île, ils partaient en croisière. Le médecin n'a pas voulu qu'il m'emmène. Le bateau a fait naufrage. J'ai compris. Bravo à la vue! C'est pour une idiote. Quand vous serez ivre, ça vous servira à quoi? À rien. C'est ce qui est beau. En 1944, le réalisateur Jacques Becker tourne son troisième film, Falbala, avec la ravissante Micheline Prel. Toute l'action se déroule dans le monde de la mode parisienne. Ce film marqua un tournant majeur dans la carrière de Marcel, car c'est lui qui en dessina et créa les sublimes robes portées par Micheline Prel. Falbala reste toujours une référence absolue dans le monde de la mode, au point que Jean-Paul Gaultier cite ce film comme l'un des déclencheurs de son désir de devenir grand couturier. On a beaucoup dit que le cinéma, c'est l'art de faire de jolies choses à de jolies femmes, ce qui est aussi une définition de la couture. Chacun sait que le film Falbala a été costumé par Marcel Rochas. Et ça va beaucoup plus loin que ça, puisque beaucoup de gens ont dit, et notoirement, que Rochas a été le modèle même du film de Becker. Alors, c'est tout à fait captivant parce que ça permet à la fois de faire quelque chose de très beau, le film est une merveille, mais on voit aussi comment un cinéaste crée un personnage. Là, en l'espèce, dans Falbala, il n'est jamais dit à aucun moment que c'est Rochas. Bien sûr, c'est Clarence, un personnage assez excentrique, passionné, et la façon dont Becker s'est servi de son modèle, ça lui donne un personnage vrai. Les bons artistes, les bons scénaristes imitent la vraie vie. Rochas était excentrique au possible, très peu de gens se comportaient comme lui, mais le fait même qu'il existe prouvait qu'il était possible. C'est un personnage justement très très vivant, comme les aimait Becker, et Becker adorait filmer les gens au travail. Qu'est-ce que c'est? Madame me demande Monsieur Clarence au téléphone. Qu'est-ce qui vous prend? Monsieur Clarence n'est pas là, vous ne le savez pas, non? C'est ce que j'ai dit à cette dame, mais... Envoyez-la au plate. On s'est bien filé. Première. Écoutez, une bonne nouvelle, on arrête la collection et on recommence. Stop. Allez. Michou, alors cette date. Michou, dis. Quand j'ai vu Falbala, j'étais passionné, je vais avoir 13 ans. Et j'ai su que je voulais faire ce métier-là, je voulais faire comme lui, comme le monsieur qui était là. Avec tout, c'est-à-dire avec les essayages, le défilé avant tout. Parce que c'était évidemment vu au travers un film. Mon habitude aussi visuelle de voir la télévision et de voir des films d'une autre époque, de toutes les époques, et celui-là, ça a été déterminant parce que ça montrait comme un rêve et un métier où on montrait le rêve. Donc le défilé, pour moi, c'était ça, faire de la mode. C'était faire un défilé. Pour moi, s'il n'y avait pas eu le défilé, peut-être j'aurais pas fait de mode. J'aurais fait des costumes de théâtre ou des costumes de cinéma. Mais je dois dire que là, j'ai vu ce que c'était qu'une maison de couture et je l'ai vécu après, quand je suis rentré chez Patou. C'était comme Falbala. C'est joli, tu sais. Ça m'arrange. Quoi? Mets-lui le manteau, tu veux? Quel manteau? Celui qui va avec la robe, bien sûr. Il est plus là. Vous l'avez fait renvoyer à l'atelier pour faire diminuer le col. Oh, pourquoi c'est trop précipité? Il n'y a pas le feu, non? Allez, va me chercher ce manteau. M'en veux-tu que j'ai une idée de l'ensemble sans le manteau? Bon. Puis dépêche-toi, je commence à en avoir assez.
Lucienne. La robe. Bouge pas, toi. Juliette, monsieur Clermont veut voir le manteau. Mais je n'ai pas fini. Ça ne fait rien, amenez-le comme il est. Mais enfin, tu ne cherchez pas à comprendre, c'est pas le moment. Allons, venez vite. La fréquentation des artistes surréalistes, Louis Aragon, Marcel Duchamp, Paul Éluard, vont jouer un rôle prépondérant dans ses créations. Toute l'actualité mettait prétexte à création. Une exposition coloniale, une architecture, un oiseau, une fleur. Il aimait s'entourer des derniers créatifs du moment et il était toujours de la dernière sortie, de la dernière exposition. Il aimait les expos universelles, il aimait les expositions de peinture, il aimait ses contemporains artistes. Et d'un coup, pour lui, tout était que réminiscence dans ses collections. Et ça va l'emmener dans des contrées lointaines et je pense à un manteau assez sublime, un peu pagode, qui fait référence aux pays asiatiques qu'il avait vu quand il a été voir une exposition sur l'Asie en France. Je pense que c'est quelqu'un qui était une éponge. Et la quintessence de son travail, c'était l'ajout de la fame, parce que c'était la fame à l'époque, donc on sortait, on voyait toutes ces femmes qui sortaient en grande robe et il voulait les rendre encore plus belles, encore plus fraîches. Et d'un coup, ce monsieur va aller chercher des références musicales, des références artistiques. Marcel Rochas envisage les robes comme des tableaux qui épousent le mouvement des corps et valorisent la sensualité. Organdie, taffetas, faille de soie se sont débarrassés de leur rigidité d'antan. Assouplissement des matières, pureté des lignes. Marcel Rochas revendique la robe fourreau, comme une seconde peau qui enlace le corps de la femme. Ce célèbre fourreau de dentelle blanche, créé en 1935, bouscule tous les codes. Car le corps de la femme libre s'est imposé comme une évidence. Cette robe est une invitation au flirt. Les codes de la blancheur, de la dentelle, symbole du mariage, sont tout à coup renversés et annoncent un tournant qui va symboliser l'émancipation de la femme. La robe Tentation, cascade de mousseline et de tulle noir, créée en 1931, révèle toute la poésie de Marcel Rochas et son art de sublimer le mouvement par le jeu des matières. Lorsqu'il crée la robe Loretta en 1935, il ose encore le mélange. Mais cette fois-ci, ce sont les couleurs qui pourraient choquer au premier regard. Rouge et mauve allaient souligner autrement les lignes du corps. Les tissus dessinaient les courbes, fluidité et rigueur, comme toujours. Sa robe de taffetas noir racontait une histoire qui liait le passé au présent. Le tissu est savamment froissé, mais suit toujours les lignes du corps, le buste marqué. Marcel semble s'amuser des codes du passé en froissant les tissus tout en cherchant à sublimer la perfection de la ligne d'un corps. La robe oiseau, long fourreau noir, illuminé d'une immense mouette blanche sur le décolleté, créée un an plus tôt, devient un must-have. Et puis c'est intéressant de la souligner, cette robe. Pourquoi ? Parce que elle a été reprise. Parce que Monsieur Saint-Laurent, dans les années 70, quand il fait un hommage à Braque, il refait un fourreau noir avec cette colombe à la Braque. Mais de toute façon, c'est un clin d'œil à Marcel Rochas. Donc c'est dans l'histoire et dans la continuité de l'histoire de la haute couture. On voit que Marcel Rochas s'est transformé, est beaucoup plus mature dans son travail. Il sent les prémices du retour au corset. Il se met un peu en recul et il se dit comment je vais pouvoir trouver mon ADN entre une maison comme Dior et une maison comme Schiaparelli, qui elle jouait sur le surréalisme. Et d'un coup, il se dit on va carrément mettre presque le sous-vêtement à l'honneur et il va faire des robes corsets en satin, entièrement recouvertes de dentelle chantilly ou de tulle point d'esprit, qui vont en fait montrer des montrées cachées. Et puis, c'est un des premiers à avoir montré les sous-vêtements en dehors. On a toujours dit Chantal Thomas ou Jean-Paul Gaultier, mais finalement, lui était précurseur. Marcel Rochas est arrivé au sommet de son art, mais comme tout artiste, il a besoin d'un nouveau souffle. Et c'est une rencontre qui va bouleverser son destin.
Les années Hélène. Contrairement à ce qui pourrait sembler évident, ce n'est pas dans un palace que cela se passera, mais dans le métro parisien. Assis à côté d'elle, Marcel observe une jeune femme aux yeux myosotis et ose enfin l'aborder. « Vous avez une tête à chapeau, lui dit-il. Il a 39 ans, il est divorcé 2 fois, mais surtout il est célèbre. » Nelly devient Hélène, parce que ça sonne mieux selon Marcel Rochas. Mariage en 1944, et dans sa corbeille, Hélène découvre un flacon Lalique en cristal blanc rosé, habillé de satin et de dentelle. C'est le parfum femme créé pour elle. Dans un Paris libéré et exsangue, il va abriter leur amour aux 40 rue Barbet de Jouy. Niché au rez-de-chaussée d'un hôtel particulier du XIXe siècle, l'appartement donne sur un jardin de curé et sous le regard de Louis Aragon, Paul Éluard, Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, Dali, Max Ernst, Man Ray, tous refont le monde après la guerre et Paris est devenu une fête. Les bals rythment la vie du Gotha. Marcel Rochas était un vrai amoureux des femmes, un passionné du parfum. Une de ses phrases clés qui vraiment symbolise cette union entre la mode et le parfum, parce qu'elle a toujours existé, c'est le fait de dire on doit toujours pouvoir sentir une femme avant même de l'avoir vue. On a des photos qui existent où on le voit, il est sur un fitting en train d'habiller une jeune femme avec une robe et en même temps il est en train de sentir une mouillette. En fait, très très vite, à peine 10 ans après la création de la maison, il a créé déjà sa première trilogie de parfums qui a été oubliée après et pas relancée. Et c'est après qu'il a rencontré sa femme Hélène, qui a toujours été sa muse aussi dans ses créations évidemment de mode, mais aussi dans ses créations olfactives. Il travaillait avec Edmond Roudniska à l'époque et il lui demandait vraiment de créer un parfum qui ressemble à sa femme. Marcel Rochas, pour moi, c'est Femme, qui est un des plus grands parfums du milieu du XXe siècle. Femme, ça appartient à la famille olfactive des chypres. Le chypre, c'est une structure olfactive très corsetée. On pourrait l'imaginer comme une femme qui aurait les talons aiguilles plantés dans un sol terreux, avec de l'humus, avec du bois, parce que le fond, les notes de base d'un chypre, ce sont la mousse et le patchouli. D'autre part, il y a des notes de prunes confites, de prunes sèches, d'abricots, de pêche. Je me suis enfin sentie Au XIXe siècle, le parfum n'était pas genré. On trouvait des violettes qui pouvaient s'adresser aux hommes. On trouvait des eaux de lavande qui s'adressaient aux femmes, bien sûr. Les couturiers, à partir du début du XXe siècle, vont faire des propositions de parfums sur le marché qui sont très genrées et qui, petit à petit, sont de plus en plus destinés à un certain type de consommateurs, les hommes, les femmes, mais ensuite certains types de femmes, certains types d'hommes, etc. Et cette parfumerie-là, c'est vraiment celle qui s'impose tout au long du XXe siècle. On trouve de moins en moins de parfumeurs qui ne créent que des parfums. C'est devenu un mariage pérenne parce que le parfum, c'est invisible. Pour le faire désirer, il lui faut une image. Pour déplacer un corps humain jusqu'à l'endroit où se vend le parfum, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un imaginaire. Qu'est-ce qui donne l'imaginaire le plus facilement? C'est la mode, la couture à l'époque, le prêt-à-porter aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que la main du parfumeur s'est retirée et c'est la griffe du couturier qui l'a remplacée. Et pour le couturier, évidemment, c'était un avantage parce qu'effectivement, d'une part, c'était pour desservir leur clientèle et c'était aussi parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que c'était un produit qui avait des marges très intéressantes et qui pouvait étendre leur renommée. On sait qu'en 1953, Marcel Rochas décide de fermer sa maison pour se concentrer sur les parfums. Et malheureusement, en 1955, il décède. Mais heureusement, son épouse Hélène est là pour les faire perdurer. En cadeau d'adieu, il laisse à Hélène une maison de parfums, une affaire prospère avec Femme
Moustache, baptisée en l'honneur de leur chat, Hélène n'a que 34 ans et élève seule leurs enfants Sophie et François. La maison de couture a laissé place à une maison de parfum. Je l'ai connu à 18 ans. Il a un petit peu été avec moi comme Pygmalion, si vous voulez, avec l'idée de me transformer, de m'apprendre à marcher, parce qu'il paraît que les danseuses ne savent jamais marcher. Alors il trouvait que je marchais comme un canard, vous voyez. Alors il m'a fait apprendre à marcher et puis à me vieillir, parce que il prétendait que les femmes jeunes n'avaient pas de chic, ce qui n'est plus vrai maintenant d'ailleurs, parce que les filles jeunes ont pris justement du chic. Et c'était vrai il y a quelques années. C'est vrai que les femmes avaient du chic à partir de 25 ans, elles n'en avaient pas 18. Alors il s'est toujours occupé de moi et il m'a façonné, modelé. Si je prenais 1 centimètre, je ne vais pas dire que ma vie était un calvaire, mais presque. Enfin, il fallait que je fasse attention à ce que je porte. Hélène, c'est une très belle femme, libre, audacieuse, qui fait tourner les têtes et chavirer les cœurs. Elle fréquente les artistes sulfureux et iconoclastes avec panache et s'impose dans le monde de l'art et de la culture comme une figure incontournable. Hélène est une femme inspirante. Car au-delà de sa beauté incontestable, elle a manifestement le don de sentir l'air du temps, ce qui va plaire et séduire. Madame Rochas, créée en 1960 par Hélène, célèbre une nouvelle ère de la féminité et souligne les prémices d'un changement dans les rapports hommes-femmes. En créant ce parfum, elle rend d'abord hommage à son mentor Marcel. Elle signe son attachement à cet homme qui lui a tout appris, mais également son émancipation. L'eau de roche, renommée par la suite eau de Rochas, fut créée en 1948 par Edmond Rouniska. Il sera revisité par Hélène au début des années 70. Hélène est-elle alors influencée par les idéaux que prône la jeunesse de ces années-là ? S'affranchir des codes de la famille et de la société ? La particularité de ce parfum tient aux notes aquatiques, jusque-là inconnues de la parfumerie. C'est un hommage aux étés enchanteurs, à la Méditerranée et à la jeunesse éternelle. N'était-ce pas aussi l'adage de Marcel, toujours plus jeune, disait-il ? Eau de Rochas est bel et bien la quintessence de cette génération hippie. 1994, cela fait maintenant plus de 10 ans que la maison Rochas a été vendue au groupe allemand Wella. Le sillage d'Hélène est toujours là. Cela va influencer les parfumeurs qui vont tenter de ressusciter la magie olfactive et élégante de cette femme magnétique. 1994 toujours, Maurice Roussel crée Tocade. Tocade, c'est un grand parfum de Rochas aussi. C'est un parfum très très différent de femme. Il a un nom qui veut dire caprice, qui veut dire coup de cœur. Il a quelque chose de très joyeux, de très espiègle. Alors c'est un parfum qui est très très concis. On sent la rose, une rose un peu loukoum, et on sent la vanille un peu pâtissière. C'est un parfum qui est gourmand, au sens où il a des notes gustatives. Il a cette espèce de flacon joliment absurde, et il a une joie de vivre. L'année où Maurice Roussel crée Tocade, ne pense-t-il pas alors à Hélène, la si belle Hélène, heureuse et rieuse, malicieuse, qui jouait de son charme et de son intelligence pour exprimer à sa manière si singulière qu'elle était décidément une femme libre. Quand tu te prépares pour sortir, tu te prépares pour plaire aux hommes ou pour dépasser certaines femmes? Écoute, moi, d'abord, j'aime plaire à tout le monde. Enfin, au chauffeur de taxi, aux chiens, aux chats, à tout le monde. Alors, c'est presque une question pour moi avec laquelle je ne peux pas répondre. Je vais te dire que maintenant, je crois qu'on pense ni aux hommes, ni aux femmes, en fait, mais on pense à soi. Tu es très femme. Enfin, j'essaie parce que c'est rassurant de plaire aux hommes, non? Cette maison existe à travers ses fragrances. On le voit très bien, à travers l'eau de Rochas, Femme.
Et puis après, on a eu des étincelles qui sont apparues quand la maison a été rachetée. Donc je pense à Vella. Et là, ils ont lancé à l'époque Byzance. C'était assez incroyable. Et là, on sent que d'un coup, il y a une envie de montrer que la maison Rochas existe. Les codes sont présents, le bleu azur, l'or. Grazie tanto per il tuo tempo, ma non voglio un po' di più. Grazie ancora per i tuoi fiori, m'aspettavo qualcos'altro. Donc on voit qu'au niveau marketing, au niveau réflexion créative par rapport à la maison, que c'est complètement dans les clous. Mais toujours pas de designer à la tête pour créer des grands rêves de mode. Et je pense que d'un coup, Vella va commencer à s'intéresser à passer le flambeau mode. En 1989, Vella fait appel au styliste irlandais Peter O'Brien pour la création d'une ligne de prêt-à-porter. Parallèlement, les bijoux et accessoires sont dessinés par un designer français, mais ses propositions artistiques ne séduisent pas les clientes qui ne retrouvent dans son travail ni l'ADN, ni les valeurs de la maison Rochas. Et la belle maison française perd de son prestige et se fait oublier. Et comme par magie, figurez-vous que la maison est rachetée par Procter & Gamble. Et là, ils font un coup d'éclat avec Olivier Tesquens. Il s'offre le jeune créatif aux cheveux longs incroyable qui là reconnecte la mode avec l'ADN de la maison. Et qu'est-ce qu'il va faire très simplement? Il va réallonger les silhouettes, leur redonner leur longitudinalité et il va les resilhouetter comme adorait Marcel. Et à travers le travail d'Olivier Tesquens, la silhouette de Marcel Rochas réapparaît, c'est-à-dire des épaules étroites, des seins pigeonnants, des tailles extrêmement cintrées et toujours cette obsession d'élongation des corps avec des talons très hauts. Ça fait beaucoup écho. D'ailleurs, le cinéma américain s'en empare. À l'époque, la fille Coppola tourne Marie-Antoinette. Je pense à une série photo sublime qui a été faite à l'époque dans le Vogue grâce à Anna Wintour, où d'un coup elle portait tous les plus grands couturiers. Mais il y avait une robe de chez Rochas. Pourtant, la mode ne semble plus compatible avec les activités de ce groupe. Procter & Gamble décide alors de fermer la maison de couture en 2006. En 2008, le parfumeur-compositeur Jean-Michel Duriez élabore les créations olfactives de la maison. Eau sensuelle, eau de Rochas fraîche, les cascades de Rochas, puis secrets de Rochas. Mais la marque ne s'impose plus. Elle n'intéresse ni la jeunesse, ni le monde bien établi. Elle a perdu sa clientèle fidèle depuis plusieurs années. Car d'autres fragrances, dont les noms rattachés à des noms de créateurs et de designers, plébiscités par la presse, soutenus par une politique marketing offensive, ont pris le marché du parfum. En 2009, Procter & Gamble embauche le styliste italien Marco Zanini pour les collections de prêt-à-porter Rochas. Ce dernier, formé à l'Académie des Beaux-Arts de Milan, est un directeur artistique de renom. Il y a passé plus de 9 ans chez Versace, où son talent fut remarqué et salué par la presse. Mais le styliste ne réussit pas à imposer ses marques auprès du groupe américain. Il finira par quitter Rochas pour Schiaparelli et à l'automne 2013, ce rôle fut assuré par le styliste italien Alessandro Dell'Acqua. Alessandro Dell'Acqua a eu une carrière très prolifique en Italie avant d'être employé par Rochas. Pour moi, le style de Rochas signifie le luxe pur, le savoir-faire, des silhouettes féminines, une attention aux détails, l'artisanat,
et une excellente qualité des tissus et de fabrication. Et c'est ainsi qu'il prend la direction de Rochas Couture. Il signera sa dernière collection en décembre 2019 pour la Fashion Week de 2020. Rochas, passant d'un groupe à l'autre, finissait par perdre son identité. Trop éloigné de son ADN, trop lifté, trop rajeuni, Rochas a fini par ne plus se reconnaître car elle n'était plus, depuis longtemps, fidèle à elle-même. C'est la confiance que Marcel puis Hélène Rochas ont eue en ses créations qui créa la confiance dans la marque pour les consommateurs. Cette maison le fut pendant plus de 30 ans, incarnée par son créateur et sa muse, puis à partir de la fin des années 80, elle devint un actif que l'on achète, que l'on vend et qui génère des revenus. En étant rachetée par des multinationales, Rochas devenait une marque, parmi d'autres, noyée au milieu des multimarques des groupes. Avant de revenir dans son pays de naissance et d'être rachetée par Interparfums, en 2015, Rochas était en train de mourir, de n'être plus aimée, de n'être plus animée, de n'être plus activée, de n'être plus repensée. Elle se mourait de vivre en pilotage automatique et de n'être plus incarnée. Lorsqu'en 2015, Interparfums acquiert Rochas, ils sont conscients que racheter une marque, c'est aussi du juridique, du marketing, de la finance et être le garant de l'esprit de Marcel Rochas, le créateur d'une maison de luxe qui continue de rivaliser avec panache, avec des marques qui ont bénéficié jusqu'à aujourd'hui d'un positionnement très identifié. Dans les années 50, il y a eu le décès de Marcel Rochas et c'était lui le principal animateur et créateur. Donc en général, quand le créateur, à cette époque-là, n'est plus là, la suite est plus compliquée. Ça a été le cas puisque les enfants n'ont pas repris. Hélène Rochas a repris ponctuellement et s'est plus occupée des parfums que de la mode. Et les parfums sont restés dans les années 60-70 où c'était encore bien. Dans le courant des années 70, ça a été vendu à une société allemande et à partir de là, il y a eu un moindre intérêt sur le développement des parfums. Donc si vous voulez, c'est souvent des histoires d'hommes ou de femmes évidemment, mais c'est ça qui fait que l'histoire de Rochas a été déclinante à partir des années 70. Quand on a racheté Rochas en 2015, ce que ça symbolisait pour nous, c'était une maison française qui était un peu oubliée. Donc nous, l'enjeu qu'on avait, c'était vraiment de la remettre au cœur du luxe français et parisien et lui redonner justement la renommée qu'elle méritait. Parce que dans les années 60, en termes de parfums, était aussi connu qu'un Guerlain ou qu'un Chanel. Et il y a eu pas une accélération aussi forte que ces deux autres marques. Et pendant des années également, malgré le fait que ça soit d'abord une maison qui soit issue de la mode, mais qui est toujours une combinaison avec les parfums, on a plus connu les parfums que la mode. Donc nous, l'idée, c'est de faire croître les deux en même temps sur les années à venir. Comment se recréer dans un monde concurrentiel où les codes, les goûts sont sans cesse redéfinis ? Car l'enjeu est de reconquérir sa place, tout en conservant ses valeurs, celles d'une maison de couture et de parfums emblématiques. Aujourd'hui, cette question est centrale pour Interparfums. Quand on a démarré les parfums Rochas en 2015, c'était assez vieillissant puisque l'ensemble des produits avaient été lancés il y a 5 ans, 7 ans, voire 10 ans, 20 ans. Il n'y avait pas de nouveaux produits. Donc ce qu'on a fait assez rapidement, c'est de démarrer une nouvelle ligne de parfums qui s'appelle Mademoiselle Rochas, qui a été lancée l'année qui a suivi et qui a redynamisé complètement parce que ça apportait un coup de frais, un coup de jeune, un coup de parisianisme dans le bon sens du terme, ça veut dire élégance, raffinée, joie de vivre. Pour Mademoiselle Rochas, la volonté, c'était de mettre en lumière la femme Rochas au travers de Mademoiselle Rochas. J'ai voulu travailler sur quelque chose qui soit très féminin, donc c'est un très beau floral. J'ai utilisé évidemment la rose, j'ai utilisé aussi du jasmin et il y a un accord de violette. Donc ça, c'est le cœur de la note, mais dès le départ, vous allez avoir des notes
pour retranscrire la joie de vivre, l'espièglerie. Vous avez des notes de fruits rouges, de groseille. Vous avez aussi un effet un peu pomme. J'avais essayé de traduire un peu une pomme d'amour, une pomme qui soit un peu addictive, qu'on a envie de, qui soit un tout petit peu sucrée. Et puis, pour casser un peu ce côté peut-être un peu trop fruité, une note verte en fait qui rappelle le lierre qui puisse descendre de toutes les. Souvent, il y a des lierres au balcon parisien. Donc voilà, cette touche de verdure qui va donner du craquant, de l'éclat et qui va venir ouvrir la note, donc qui après s'épanouit sur ces fleurs, la rose, le jasmin et la violette. Il n'y a pas de note sombre et la note, elle est pétillante, elle est éclatante. Quelque part, il y a des effets rosés de la famille de la rose, mais il y a une espèce de côté très joyeux. La communication qui est sortie avec Mademoiselle Rochas et qui a été continuée après pendant 2-3 ans a beaucoup aidé à rajeunir la marque, à donner un coup de frais à l'ensemble. Ça nous a permis d'arriver avec un projet plus nouveau et plus dans l'air du temps que les précédents Rochas qui étaient assez anciens, un peu passéistes et qui sont difficiles à... Ne serait-ce aussi que pour des raisons olfactives, ces olfactions assez anciennes qui sont plus dans l'air du temps. Femme a évolué au gré des décennies parce que, d'une part, on ne fabrique pas les ingrédients de la même façon. Les ingrédients sont extraits quand ils sont naturels, traités quand ils sont naturels ou synthétisés lorsque ce sont des molécules de synthèse, de manière différente. D'autre part, il y a des réglementations internes à l'industrie qui font qu'on va restreindre les proportions de certains ingrédients parce qu'ils sont notamment allergènes. C'est le cas d'un des ingrédients du FAM d'origine, qui est la mousse de chêne, qu'est-ce qui donne justement ce côté sous-bois, un peu iodé, qui donnait le côté sombre, un peu film noir, femme fatale à ce parfum, qu'on est obligé, par les réglementations, de diminuer jusqu'à sa portion congrue. D'autre part, Femme a été quand même reformulée dans les années 80 par les parfums Rochas, qui ont demandé à plusieurs parfumeurs de faire leurs propositions pour voir quelle pouvait être une forme un peu plus moderne de ce parfum. Il se trouve que, par exemple, l'auteur de Femme, Edmond Rudnicka, a été l'un de ceux qui ont proposé cette reformulation, mais elle n'a pas été retenue. Ce qui a été retenu, c'est la reformulation d'un jeune parfumeur, Olivier Cresp, qui a fait cette formulation qui respecte quand même la forme olfactive de Femme, mais qui est très 80s. Notre premier objectif avait été de remettre dans des flacons historiques les parfums que nos clients fidèles connaissaient. Donc je pense à Femme, je pense à Madame et également en Tocade. Donc ça c'est notre cœur historique, nos parfums héritage qu'on a vraiment voulu remettre en avant. Donc on a recréé des flacons de parfums, des cabochons, quelque chose de très luxueux, mais qui avait cette identité pour lesquelles nos clients étaient les plus fidèles et pouvaient se retrouver. Aujourd'hui, quand vous allez choisir un parfum, vous allez peut-être le choisir sur une mouillette, sur une touche. En fait, on le faisait beaucoup moins avant. En fait, avant, dans les années 40-45, la distribution n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, on utilisait directement la peau, en fait. Donc, en fait, on n'avait pas du tout le même rendu. Et donc, pour le choix, c'était un mode différent. Donc, aujourd'hui, les départs des notes sont excessivement travaillés pour pouvoir avoir une appétence immédiate. Un parfum de couturier ou de créateur de mode, il existe dans un univers où on va avoir en tête le visuel de cette mode. On va avoir en tête un univers. Donc si
l'univers de la mode n'existe pas, l'univers du parfum aura plus de mal à exister, parce que qu'est-ce qui a fait le grand succès de cette union entre le parfum et la couture? C'est que la couture a donné une image au parfum, et le parfum a donné des moyens à la couture. Nous pourrions nous demander ce qui permet à une marque de devenir une maison. Son histoire, je pense qu'avec 100 ans d'histoire, celle de Rochas est évidente. Son savoir-faire, incontestable en termes de parfumerie ou de mode. Son univers, l'univers de Rochas me semble intimement lié à celui du faste des soirées parisiennes. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est de retrouver cette désirabilité et ce prestige dont elle jouissait il y a quelques décennies. Quand nous aurons retrouvé ce niveau de prestige, de désirabilité, de glamour, ce qui fait qu'une marque devient incontournable, nous serons probablement redevenus la maison telle qu'elle l'était. Je pense que c'est compliqué de refaire un blason Shine and Rise de Rochas en sachant que finalement, il n'a pas laissé non plus trop de témoignages de son travail et que c'est difficile de retrouver des archives. Comme c'était un créatif discret à la marge des autres, il n'était pas dans une obsession d'esbrouf pour faire des choses iconiques et donc du coup, ses codes étaient très discrets, très distingués et je pense qu'il faut avoir vraiment l'ADN d'un couturier pour comprendre exactement son travail de coupe. Et peut-être que les gens qui ont été choisis à travers ces tumultes et ces différents rebondissements historiques de la marque n'ont pas su souligner la quintessence du travail, mais elle est toujours existante. Et on ne peut pas imaginer la maison Rochas sans avoir à la tête de cette maison quelqu'un qui va vivre au jour le jour, au rythme de sa maison de couture. Marcel Rochas était tous les jours du matin au soir, il vivait dans sa maison de couture. Ce n'était pas un métier, c'était une passion. C'est-à-dire que c'était un homme qui voulait changer les destins des femmes à travers son destin. C'était quelqu'un qui voulait changer l'image des femmes en la rendant encore plus fraîche, encore plus légère, donc encore plus émancipée. Et je pense qu'il y avait une vraie recherche de liberté.